Les téléspectateurs de TSN Bleu, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Molek Cham, qui est architecte urbaniste DPLG Brésil. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui défraie la chronique et qui est effectivement la gouvernance foncière au Sénégal. Bonjour Madame Cham. Bonjour. Bonjour Alors, Monsieur Lo. c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors c'est vrai, Madame Cham, on a eu à faire effectivement beaucoup d'émissions aujourd'hui au niveau de TSN Inno, relatif au foncier au Sénégal. Mais je pense que c'est toujours bien, effectivement, de recevoir les acteurs de toutes les chapelles, que nous disent un peu, en fait, leur avis par rapport à la gestion foncière du Sénégal. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels nous sommes confrontés? Comment nous pouvons les surmonter? Quelles sont les solutions idoines à tous ces blocages qu'on est en train effectivement de vivre? Et quelles sont les perspectives justement du développement foncier au Sénégal? Alors, je vous remercie déjà d'être là pour parler justement de ce sujet économique de très grande envergure. Alors, nous allons aller vraiment dans le vif du sujet et parler un peu déjà, avant de venir à l'actualité, de la gestion foncière au Sénégal de façon générale. Comment vous voyez aujourd'hui la gestion foncière au Sénégal? Est-ce qu'elle est bien gérée? Est-ce qu'aujourd'hui la législation est suffisamment épaisse et précise pour qu'il n'y ait aucun conflit au Sénégal? Si c'est le cas, pourquoi il y a autant de conflits? Si jamais notre législation est bien rédigée, bien épaisse, dites-nous un peu, voilà, de façon ramassée, quel est votre avis par rapport à la situation actuelle que nous sommes en train de vivre au niveau du Sénégal aujourd'hui? Merci Monsieur Lo pour cette question vraiment pertinente. Je dirais que le foncier au Sénégal traverse un moment vraiment, je peux dire, perturbé en ce moment, parce que plusieurs acteurs s'activent quand même à vouloir apporter des solutions quant aux maux que tout un chacun vit par rapport à la gouvernance foncière, aussi bien au niveau de la région de Dakar que dans l'intérieur du Sénégal. Pourquoi? Tout simplement, nous avons des documents de référence, nous avons des codes, nous avons des documents de référence, comme je viens de dire, qui sont élaborés depuis belle lurette. Il y en a qui datent des années 60. Oui. Nous avons vraiment des outils. Voilà, nous avons vraiment des outils de gouvernance foncière. Ce qui nous manque, c'est l'identité. Ces outils, lorsque je parle d'identité, c'est parce que la plupart de ces outils, leur contenu, ont fait référence à une occupation bien déterminée. Ça veut dire que du temps de la colonisation, par exemple, tout ce qui a été tracé en termes d'aménagement urbain ou même de typologie architecturale ont été basés sur les modes de vie d'étrangers. Non seulement modes de vie d'étrangers, mais sur le plan économique, il y avait un but à tout ça. Le but, c'était de l'exploitation et de l'exportation. Voilà. Et voilà, c'était de l'exportation et vraiment une occupation, des fois tout à fait précaire, provisoire même à la limite, parce qu'ils devaient habiter et partir. Nous voyons nettement que le développement de Dakar, la façade de Dakar donne carrément du côté de la mer, et ne donne pas du côté de l'intérieur du Sénégal. Donc, raison pour laquelle je vous dis que l'aménagement foncier qui était conçu avait pour but non seulement des buts économiques d'exportation et de l'aménagement provisoire. Bien vrai qu'en termes de réseau, parce que qui parle d'urbanisme, qui parle d'aménagement gouvernement foncier, parle en termes de réseau, tout ce qui est eau, addiction ou tout simplement réseau électrifié et autres. Il y avait des choses qui ont été faites. Mais en ce moment, pour ne pas toujours revenir dans l'histoire, parce qu'il nous faut quand même avancer, ce qu'il nous faut, c'est travailler pour des documents de référence qui reflètent notre identité, notre mode de vie, notre mode de gestion, parce qu'il n'y avait pas le néant avant. Il y avait quelque chose qui était là. Chaque ethnie a son mode d'habiter,
chaque ethnie a sa façon de gérer son environnement, d'où le besoin vraiment de travailler en amont avant quelconque décision politique que ce soit. Parce que j'ai l'habitude de dire, le premier urbaniste au Sénégal, c'est l'État du Sénégal. C'est le premier urbaniste. Parce que toute action urbaine dépend d'abord d'une volonté politique, d'une vision politique forte qui engage non seulement l'État, Et projeté sur l'avenir aussi. mais qui, voilà, projeté sur l'avenir. Senghor avait l'habitude de dire il faut avoir des valeurs enracinées pour pouvoir prétendre à l'ouverture. Nous avons besoin de cela. Parce que nous sommes perdus en termes de gouvernance, au fait. C'est ça qui se passe réellement. Et il nous faut d'autres perspectives nouvelles et travailler avec nos modes de gestion parce que nous l'avons. Est-ce que c'est cette incompréhension, effectivement, de ce que vous disiez tantôt, et cette absence d'identité qui a provoqué ces différents conflits aujourd'hui qu'on est en train de vivre? Parce que, bon, on n'est pas sans savoir, hein, que même les téléspectateurs le savent, que chaque semaine, quand on est effectivement sur le fil d'actualité, on voit qu'il y a un conflit à telle ou telle région du Sénégal. Et pourtant, la législation de Madame Thiam, je pense, elle a bien organisé en fait, le foncier au Sénégal, depuis la loi de 64, qui est la loi sur le domaine national, jusqu'à aujourd'hui, donc en passant par tout ce qui est code du domaine de l'État, et récemment le régime de la propriété foncière en 2011. Voilà, donc même également les décrets qui organisent les prix de la location, c'est le décret 2010-439 qui, je pense doit être réactualisé. Voilà, autant quand même de textes aujourd'hui qui soient sur la table, effectivement, donc, de l'État du Sénégal. Mais je ne sais pas quel est le problème exactement. Pourquoi on a autant de conflits, alors que paradoxalement, on a des textes qui organisent justement ce foncier-là. Comment on peut l'expliquer? Monsieur Y a-t-il eu les textes, c'est pour qui? Je vous repose la question. Les textes, lorsqu'ils sont conçus, c'est pour tout le monde. Et destinés pour qui? Destinés à la population. Oui. Destinés à la population, l'État ou quelconque individu que ce soit fait partie quand même de la population. Le problème que nous avons, c'est encore une fois élaborer des textes sans pour autant mettre en place de l'ingénierie sociale. Nous en avons besoin. Parce que tous ces textes qui sont élaborés, pour la plupart, sont élaborés dans des bureaux clos. Certes, je n'irai pas que nous avons de la compétence, mais la compétence doit être associée avec de l'ingénierie sociale. Parce que comme j'ai dit à l'entame de mes propos, nous avons des identités, je ne dirais pas une identité, des identités. Il faut associer les populations. Il faut que, impérativement, parce que moi, à mon entendement, je peux pas comprendre, élaborer des textes destinés à la population, destinés à réguler tout ce qui est habitat, tout ce qui est foncier. Et on n'associe pas ces mêmes populations pour pouvoir nous donner leurs inputs, leurs besoins en termes d'aménagement, leurs besoins en termes de sécurité, surtout parce que on parle de sécurisation foncière. Parce que nous avons les conflits dont vous parlez pour la plupart, nous le voyons souvent à la télé, nous l'entendons à la radio, des populations qui s'entretuent. Tout simplement, c'est une question de sécurisation foncière. Tout à fait. Et qui parle de sécurisation foncière parle d'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale, le technicien en foncier ne peut pas le faire. Il nous faut quand même des sociologues spécialisés dans le foncier qui doivent être associés dans les processus d'élaboration de ce document-là, qui en amont auront à faire vraiment des enquêtes sociales, recueillir des informations. Parce que pour la plupart, les spécialistes nous disent que ça a été fait. Lorsque vous allez au niveau des ministères et autres, on vous dit que ça a été fait. Nous avons associé les populations. Mais réellement, ce n'est pas le cas. Et comment? La plupart, les documents sont élaborés après les populations sont associées. D'accord. Et ça, tout le temps, la conception de ce document-là est biaisée.
Et nous avons l'habitude de nous focaliser sur l'ancien. Ça veut dire que ce que les colons ont laissé. Parce que toutes ces réformes de documents dont vous parlez, mais la base de la documentation a été faite par des étrangers. Est-ce que nos modes d'habiter ont été pris en compte? Non. Lorsque vous changez, élaborer un document nouveau est différent d'amender ou de réformer des documents. Je ne dirais pas que tout ce que les colons ont élaboré en tant que document est mauvais. Non, il y a beaucoup de bons là-dessus, mais les valeurs identitaires, il manque, raison pour laquelle les conflits sont récurrents. D'accord. Voilà. Et par rapport effectivement à ces conflits-là, parce qu'il y a beaucoup, hein, on se rappelle encore tout fraîchement de Nengler. Tout récemment, il me semble qu'il y a également eu des remous au niveau de Wakam ou bien voilà, entre les forces de l'ordre et les populations, voilà, qui réclament effectivement donc, des terres qui soient injustement acquises, entre guillemets. Mais bon, moi je pense qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Est-ce que ce n'est pas ces différentes irrégularités qu'on a vues à travers le territoire qui ont poussé justement les nouvelles autorités en place à suspendre provisoirement certaines opérations foncières et domaniales au Sénégal? Parce qu'on se rappelle encore il y a quelques mois, hein, il y avait eu un arrêté primatorial qui avait suspendu en fait, quelques opérations sur le littoral sénégalais. Et récemment, c'était je pense le 1er août, il y a eu un deuxième arrêté primatorial sur des opérations foncières et domaniales qui concernaient quelques régions du Sénégal. Qu'est-ce que cela veut dire selon vous? Est-ce que c'est justement en réponse à tous ces conflits ou bien il y a d'autres motifs derrière pour pouvoir aller vers une gestion plus vertueuse? Bon, moi vraiment, je salue l'initiative du gouvernement à vouloir trouver des solutions à ces maux. Cependant, il est à constater qu'il y a des conséquences très fortes. Nous sommes dans le milieu de l'immobilier, de la construction. Et qui dit arrêt de travaux, dit suspension de beaucoup de travailleurs. En termes d'investissement, les retombées en termes d'investissement peuvent être très très lourdes par rapport au promoteur qui vient investir son bâtiment ou son projet. Il y a des implications. Je pense que l'arrêté devait être fait au cas par cas. Ah d'accord. Vraiment, devait être fait au cas par cas. Parce que... Ça n'aurait pas pris plus de temps si c'est du cas par cas, madame Tcham. Excusez-moi? Si ça n'aurait pas pris plus de temps si c'était du cas par cas. Bon, Là, parce que là, aller plus vite par rapport à quoi? Si nous avons les mêmes documents de référence, les mêmes décisions vont revenir. Récemment, on a voté la loi sur le code de l'urbanisme. Oui. Voilà. Et le code du domaine maritime n'a pas été revu. D'accord. Il y a le code du domaine de l'État qui n'a pas été revu. Oui. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux par rapport à nos problématiques de prendre tous ces codes-là et d'en faire qu'un seul? Très bien. Non seulement, bon, c'est des pistes, parce que moi, en termes par exemple de gouvernance foncière, lorsque je travaille, je suis obligée d'aller à un côte à l'autre, de surfer. J'ai des réponses A dans un côte, vous allez à B, vous allez dans un autre côte. Voilà, il y a un certain tiraillement qui se crée des fois par rapport aux décisions des uns et des autres. Et cela crée des brèches pour tout ce qui est spéculation foncière. Cela crée des brèches pour tout ce qui est malgestion foncière. Et l'autre problème que nous avons, c'est en termes de gestion foncière, qui gère le foncier? C'est l'État du Sénégal, non? C'est l'État du Sénégal, mais il y a plusieurs entités dans l'État du Sénégal. Ça veut dire que nous devions mettre en place une entité vraiment qui gérerait de façon collégiale tous ces aspects en termes de gouvernance foncière. Parce que si nous voyons bien,
nous assistons maintenant à une gestion foncière disparate. Je donne par exemple l'exemple, nous avons le domaine et le cadastre qui fait partie du ministère des Finances. Il y a le ministère de l'Intérieur qui gère sa partie. Nous voyons qu'il y a les pôles urbains qui sont créés, qui sont gérés aussi de façon disparate aussi. Mais au-dessus de tout ça, il y a quoi? Au-dessus de tout ça, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et est-ce qu'il est pertinent, dans notre contexte à nous, de toujours vouloir laisser le domaine et le cadastre dans le ministère des Finances? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose parce que vous ne pouvez pas gérer le beurre et l'argent du beurre en même temps. Vous finissez par être juge et partie. C'est un peu contradictoire. Et nous sommes dans un ère où beaucoup de choses ont évolué. Le foncier est associé maintenant, par exemple, il y a des pays où le foncier est géré par le ministère de l'Intérieur. Il y a beaucoup de pays où le foncier est géré par le ministère de l'Intérieur. D'autres pays, le foncier est géré par les nouvelles technologies. Oui, parce que c'est vrai, parce qu'ils parlent de gouvernance, parlent de technologie, parce que même en termes de smart city, lorsqu'on parle de gestion de smart city, c'est la gestion de la cité. C'est pour tout ce qui est déchets, aménagement, sécurité foncière et autres. Donc, raison pour laquelle il y a même des pays où c'est le ministère de la technologie numérique qui gère le foncier. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas vraiment le moment de revoir les gestionnaires et l'architecture de la gouvernance foncière au Sénégal? Ça, c'est impératif. Important. Parce qu'il me semble que jusqu'à ce jour, même s'il y a des efforts qui sont faits, avec le PROASEF, il me semble que Mme Cham, on a encore beaucoup à gagner en digitalisant le cadastre au niveau du Sénégal. Il me semble que dans notre pays, c'est déjà fait, mais au Sénégal, il y a encore des efforts à faire. Ça, c'est de un. La deuxième chose aussi, les données relatives au marché immobilier également doivent être un peu plus transparentes, en nos sens. Parce qu'il me semble que réellement, lorsqu'il y a une certaine spéculation et cette opacité-là qui est entretenue, ça fait qu'en fait, on ne sait pas quelles sont les différentes tendances du marché immobilier. Et ça favorise effectivement la spéculation. Les prix montent, voilà, de façon vertigineuse. Quels sont aujourd'hui vers quoi devrait-on tendre justement pour arriver à avoir plus de transparence sur le marché foncier? Vous avez répondu à votre propre question. Une digitalisation, ça veut dire que les procédures d'attribution doivent être digitalisées. Ça veut dire que tout le cadastre doit être digitalisé. Lorsqu'on parle des fois de digitalisation, on parle de la région de Dakar tout court. Oui. Mais ça veut dire que le code du domaine rural, on n'en parle pas, il n'y en a pas. Le rural la masse du rural est beaucoup plus importante que oui, c'est vrai, l'urbain. On n'en parle pas. Donc, le seul moyen de sécuriser, c'est vraiment une digitalisation et revoir l'architecture de la gestion foncière, de la gouvernance foncière. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Ça va renforcer davantage la transparence des registres et permettre surtout aux populations, non seulement à l'État, d'y voir un peu plus clair. D'y voir un peu plus clair. Et surtout aussi pour les professionnels aussi. Oui. Voilà, de pouvoir vraiment monitorer. Avoir une smart gestion qui pourrait permettre à tout un chacun d'y voir un peu plus clair par rapport à son quartier, par rapport à sa région, de voir les disponibilités foncières, de voir ce terrain-là appartient à qui, si c'est du domaine de l'État, voilà, toutes ces sortes de questions-là, beaucoup de personnes viennent vers vous, par exemple les professionnels, nous poser la question parce que l'État gagnerait à être beaucoup plus transparent. L'État gagnerait à être beaucoup plus communicatif par rapport à la gestion foncière. Parce que vous voyez, maintenant, nous voyons souvent à la télé, à la radio, des gens de bonne volonté font même des émissions pour sensibiliser un peu plus. On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Mais lorsque vous êtes dans un pays où près de 70% et quelques ne sont pas allés à l'école, tu ne peux pas prétendre dire que nul n'est censé ignorer la loi.
ça, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. La sensibilisation, elle est importante, elle n'est pas faite. Jusqu'à présent, même les intellectuels, voyaient des intellectuels acheter de la délibération. Oui. Et croire que ils ont un titre. Oui. Ou tout simplement des gens qui achètent un bail et qui croient que c'est un titre et qui ne payent pas de location. Des intellectuels. L'État a un rôle majeur d'information et de régulateur. Et qu'il ne joue pas tout simplement parce qu'il n'a pas les coups de franche. Parce que, encore une fois, la structure de la gestion, de la gouvernance foncière n'est pas bien vraiment... n'est pas bien organisé. C'est ça le mot. C'est ça. Voilà. Et à la lumière, en fait, des différentes décisions qui ont été prises par les autorités pour déjà arrêter certaines opérations, est-ce qu'on peut s'attendre à une gestion plus vertueuse? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, en suspendant ces opérations de manière défensive, il veut y voir plus clair sur certains titres qui ont été certainement vendus à X, Y, Z. Mais par quoi on peut s'attendre pour sortir effectivement de toutes ces suspensions-là? C'est vrai que tantôt vous avez dit qu'il y a des répercussions économiques ou autres, mais comment justement arriver à surmonter tous ces soucis qu'on est en train de traverser pour arriver à une gestion plus vertueuse et normée, régulée et transparente? Bon, comme j'ai dit, au fait, À quoi on peut s'attendre? Moi, je m'attends tout simplement à un diagnostic. Parce que c'est un constat qu'ils auront à faire. Mais pour vraiment mettre en place des outils de gestion urbaine, de planification urbaine, il faut quand même du travail outre que arrêter tout ça. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire. C'est pas... Lorsqu'on m'a annoncé cet arrêt-là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas du populisme? Est-ce que ce n'était pas une patate chaude sur les mains de l'État? Ils ont fait appel aux techniciens pour pouvoir leur rendre l'appareil, pour qu'eux-mêmes ils sortent des décisions. Je ne suis pas sûre, hein, parce que nous attendons toujours les conclusions de ce groupe de travail-là. Mais quoi qu'on puisse dire, tant que les documents de référence n'ont pas été revus, tant que les modes de gestion n'ont pas été revus, tant que l'architecture de la gestion foncière, de la gouvernance foncière au Sénégal n'a pas été revue, il ne peut sortir de cet atelier que des décisions provisoires, arbitraires et tout simplement arbitraires, provisoires et du constat. Mais nous, en ce moment, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin du concret, nous avons besoin d'action, nous avons besoin de décisions politiques. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le premier architecte, le premier urbaniste du Sénégal, c'est d'abord l'État. Sans une vision forte de l'État, toute action urbaine n'est que... Enfin, on ne peut pas aller de l'avant sans un accompagnement fort de la part de l'État par rapport aux techniciens. Voilà. Nous avons réellement ce problème-là. Et quand on regarde en fait, aujourd'hui l'urbanisation de Dakar, parce que vous êtes aussi, je rappelle, un téléspectateur que Ramcham est aussi urbaniste, comment vous voyez aujourd'hui le développement urbain de Dakar ces dernières années? On a vu que, bon, aujourd'hui, Dakar quand même intéresse beaucoup d'investisseurs. Il y a également une prolifération de projets immobiliers. Mais aujourd'hui, en tant qu'expert sur les questions relatives à l'urbanisme, comment vous voyez aujourd'hui le développement urbain de Dakar? Est-ce que c'est un étalement qui est, si vous voulez, régulier? On est quand même sur un étalement, quand même, je dirais, qui est bon. Ou bien vous pensez que, en fait, Dakar pouvait s'urbaniser autrement? Quelle est votre vision? Dakar pouvait s'urbaniser autrement. En 2024, je pense pas. Hein? Je pense pas. Nous avons besoin d'aller en hauteur. Nous n'avons plus le choix.
Maintenant, De la racheter, de la voilà, perfection. nous n'avons plus le choix. Maintenant, ce qui est important pour des orientations nouvelles, pour permettre aux gens quand même de respirer au niveau de Dakar, c'est vraiment faire la promotion vers l'extérieur de Dakar, comme est en train d'être fait au niveau du pôle urbain de Diamniadio. D'autres pôles sont en train d'être créés, mais il y a le revers de la médaille, c'est que les gens se demandent est-ce que ces pôles-là ne viendraient pas vraiment étrangler Dakar. Ah, ok. Vo- D'accord, je vois. Voilà, parce que au début, c'était vraiment pour désengorger Tout à fait. Dakar. Mais pour désengorger Dakar, il faut retourner la façade de Dakar vers l'intérieur du Sénégal. Il est impératif de retourner la façade. Ça, c'est impératif. Mais d'interdire d'aller en hauteur, nous ne pouvons plus. Ce que nous pouvons faire, c'est vraiment travailler pour une restructuration des zones, un remembrement, c'est-à-dire des actions ponctuelles sur chaque zone. Ce qui nous permettrait au moins, parce que nous agressons les sols, les réseaux ne fonctionnent plus. Je donne souvent l'exemple de Korogorgi, Oui, parce qu'il était censé être une cité. ça c'est un exemple pas Maintenant, nous avons des R+8, R+9. important. La voirie ne supporte plus. Les réseaux divers ne supportent plus. Il y a un redimensionnement à faire sur toutes ces zones-là. Donc, c'est un travail colossal à mettre en place. Et tout cela, je pense que, comme c'est des besoins réels qui sont là, il nous faudrait des entités spécifiques que pour cela. Tout à fait. Tout à fait. Il est nécessaire parce que Dakar se sent étouffé. Nous n'avons plus d'espace vert. Oui. Moi, je suis née à la SICAP. Nous avions des espaces verts. Parce que minimiser l'urbanisme, c'est dangereux. Parce que lorsqu'on parle d'urbanisme, on parle de sécurité, on parle de sociologie, on parle d'anthropologie, on parle d'identité. Parce que lorsque vous voyez les jeunes maintenant sortir dans les rues, lorsqu'on parle d'appartements, par exemple, les jeunes qui prennent l'appartement et qui sont confinés, parce que réellement, il n'y a plus d'espace urbain. Il n'y a plus d'espace urbain. Minimiser l'urbanisme, c'est encore une fois dangereux pour une société. Parce que c'est l'urbanisme qui régule même sur le plan sanitaire. Parce que la promiscuité va amener des problèmes de santé, des problèmes d'insalubrité, des problèmes d'insécurité, des problèmes environnementaux. Pourquoi on a une agence d'aménagement du territoire? On a une agence d'aménagement du territoire, mais est-ce que l'agence d'aménagement du territoire a les moyens? Parce que avant l'aménagement du territoire, il y a un diagnostic qui doit être fait. Il y a un diagnostic. Et le diagnostic ne se limite pas seulement sur le mode papier. Je parlais tantôt d'ingénierie sociale. C'est un travail important que, par exemple, les statistiques, la NST devait faire. Ce n'est pas seulement venir recenser le nombre de populations. C'est-à-dire que le mode d'habiter. Nous avons besoin d'élaborer un document qui puisse revoir nos ambitions à court et à long terme. En termes de mode d'habiter, en termes de gestion de la cité, en termes de gouvernance foncière, pour pouvoir savoir où est-ce que nous allons. Sinon, nous serons toujours en perpétuel recommencement, réajustement. Voilà. Parce que ces études-là ne sont pas faites. Et ça, c'est de l'ingénierie sociale. Et elle est importante pour prendre des décisions sur le plan de la gestion urbaine. Voilà. C'est important pour la gestion urbaine. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. C'était très, très instructif. Alors, juste une dernière question, Madame Tom. Et là, j'interpelle juste l'architecte. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, et particulièrement au niveau de Dakar, nous avons une identité architecturale? Est-ce qu'aujourd'hui, Dakar se distingue des autres villes africaines ou bien des autres villes du monde? Bonne question. Bon, je peux dire que l'identité commence à se perdre. Parce que lorsqu'on parle d'identité, on parle de patrimoine. Lorsqu'on parle de patrimoine, le patrimoine peut être
être récent ou tout simplement ancienne. Récemment, nous voyons souvent, par exemple, les bâtiments coloniaux qui sont en train d'être cassés à tort et à travers. Quand même, elle fait partie de notre identité. Bien ou mal, mais elle fait partie de notre identité. Sandaga, par exemple, partie de notre identité. Il y a beaucoup de bâtiments à Dakar. Tu les voyais, nettement que vous étiez à Dakar. Donc, non seulement cette identité-là nous manque, sur le plan des bâtiments patrimoniaux qui sont vraiment, qui ont été conçus par les colons, mais l'autre problème que nous avons, et nous en parlons souvent entre nous, architectes, urbanistes et autres, c'est les matériaux locaux. Oui. Moi, j'ai l'habitude de dire, je n'aime pas le mot locaux, je préfère matériaux alternatifs. Encore une fois, le premier architecte, c'est l'État du Sénégal. Ça veut dire que si l'État donnait l'exemple, souvent, en construisant avec des matériaux locaux, en construisant avec des Sénégalais, je suis d'accord avec l'ouverture, hein, nous devons nous ouvrir. Oui, effectivement. Mais laisser des étrangers faire des conceptions, par exemple en Chine, en Europe, quelque chose comme ça, vous venir à Dakar, les implanter, nous finissons par ne pas avoir un tissu urbain cohérent. Lorsqu'on parle de tissu urbain, c'est comme les tisserands. Si vous mettez vos fils, il y a un certain dessin qui est imaginé, qui est conçu. Et tu as la perspective pour savoir ce pagne-là que je suis en train de tisser, je veux ce modèle-là, je veux ces dessins-là sur ce pagne. Mais si tout un chacun vient déposer un bâtiment, même si le bâtiment est beau, mais si l'ensemble n'est pas bien géré, si le tissu urbain n'est pas bien géré, nous finissons par avoir ce que je dis souvent, du sopokandje. Et Dakar, malheureusement, lorsque vous sortez du plateau, vous voyez des bâtiments qui sortent un peu partout. Il y a de beaux bâtiments qu'on pouvait prendre de manière disparate, hein, mais aussi bien, c'est comme la spéculation foncière. Ça veut dire que beaucoup d'étrangers viennent investir au Sénégal. Mais sur le plan architectural, la régulation n'est pas bien gérée. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup de bâtiments inachevés. Nous voyons beaucoup de bâtiments qui ne sont pas aux normes. Mais ils ont eu le permis de construire par quels moyens? Raison pour laquelle je dis, encore une fois, le premier architecte, le premier urbaniste, c'est l'État du Sénégal. Nous avons vraiment ce problème-là. Le problème d'identité, avant, peut-être il y a 20 ans, vous pouvez voir Dakar sur les cartes postales et savoir que c'est Dakar. Mais voilà, l'identité nous manque réellement. Et pour cela, il faudrait que l'État travaille avec les nationaux, travaille avec les matériaux locaux. L'État essaie de faire la promotion de l'identité nationale, la promotion des matériaux locaux, accepter tout ce qui est patrimoine matériel au niveau du Sénégal pour nous permettre de conserver notre identité. Même si nous devons réaménager, restructurer Dakar, mais nous pouvons le faire tout en respectant une certaine identité propre aux Sénégalais. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur. Madame Thiam. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir pour discuter sur le sujet du français. Merci. On espère qu'on aura d'autres occasions justement pour parler sur d'autres sujets en architecture au Sénégal et à l'urbanisme. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis sur cet intéressant sujet qui est la gouvernance foncière au Sénégal. Nous avions reçu aujourd'hui Madame Ouellet Thiam, qui est architecte urbaniste DPLG Brésil. Et nous aurons l'occasion effectivement de revenir sur avec d'autres invités sur ce sujet quand même brûlant qui est un sujet d'actualité. Voilà, pour avoir l'avis des uns et des autres. Voilà, et de soumettre ces avis-là au pouvoir public. Merci beaucoup. Donc, pour toute autre information sur les tendances chiffrées du marché immobilier, vous pouvez aller consulter le site aml-service.org. Et pour toute autre information sur la législation en matière immobilière, vous pouvez consulter le site magazine Sénégal. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. À la prochaine pour d'autres sujets sur l'actualité immobilière au Sénégal. Au revoir.